Bienvenue sur le podcast Les Apprentis Lecteurs, le Trône de Fer, le podcast lecture-relecture du Trône de Fer ou Song of Ice and Fire sans spoiler. Aujourd'hui, on se retrouve pour le chapitre je sais pas combien, avec Guillaume. Je sais pas non plus. Je crois que c'est le 5 ou le 6. Je pense plutôt le 5. Peut-être le 6. J'en sais rien. Bref, on se retrouve sur le chapitre de John. Le premier chapitre de John d'ailleurs. C'est vrai. Ok, donc on est tout de suite parti. J'ai pas de choses à dire pour l'introduction, je crois que toi non plus. Bah, je vais me lancer dans le résumé de ce chapitre. Ok. Donc c'est un chapitre qui se déroule le soir de l'arrivée de la famille royale à Winterfell, lors d'un banquet en leur honneur. Jon Snow, lui, n'étant qu'un bâtard, n'est pas convié à la table d'honneur et se retrouve seul parmi les écuyers à observer la salle. Il sera rejoint plus tard par son oncle Benjen Stark Jon lui fait part de sa volonté de quitter Winterfell pour rejoindre la garde de nuit. Et devant les réticences de son oncle et d'autres choses, il se vexe et décide de quitter le banquet. C'est alors qu'il fera la rencontre de Tyrion Lannister, le lutin de la famille Lannister, avec qui il a plus... Le lutin de la famille Lannister. Ouais. Tu dis ça comme si genre c'était... Et justement, il se trouve qu'avec ce lutin, il a plus de points communs que ce qu'il n'aurait pensé. Ok. Très bon résumé. Très bon résumé. Là, c'est le deuxième podcast qu'on enregistre à côté, parce que pendant le confinement, forcément, on les enregistre à distance, mais du coup, là, je vois ton résumé en direct et je dois dire que il est vraiment assez cool. C'est parti. Alors, comme tu l'as dit, le chapitre, il se déroule le soir de l'arrivée de la famille royale à Winterfell. Alors, c'est vrai que c'est après tous les premiers chapitres qu'on a eu qui étaient, je trouve, assez introductifs, quoique le précédent chapitre d'Eddard, où il y avait quand même une certaine dose d'action, mais là on entre vraiment dans le gras de l'histoire, quoi. C'est-à-dire que l'histoire commence vraiment. Les premiers chapitres, c'était vraiment, tu sentais que l'auteur il voulait, nous fourrer d'informations, que ce soit sur les personnages, les lieux, les dates, les âges, etc. Là, avec tous les précédents chapitres, on connaît à peu près tous les persos, donc on peut vraiment commencer à les faire interagir ensemble. Ouais, c'est quand même un chapitre qui est vraiment beaucoup plus léger que les précédents. Ouais, je suis d'accord. Donc, alors, cela étant dit, on commence quand même le chapitre par, un petit passage, une petite description de tous les personnages à travers les yeux de Jon, quoi. Ouais, c'est vrai qu'à travers les yeux de Jon, on passe en vue un peu, tout, un espèce de défilé de toute la famille royale qui passe devant lui, qui rejoint la table d'honneur à côté aux côtés des Stark. Je sais pas si t'as vu, mais il y a quand même 5 personnages de grandes maisons qui sont présents dans ce chapitre. 5 des 7 principales maisons, enfin, des 8, si on en compte une, mais 5 des 8 principales maisons. Tu vois lesquelles ou pas? Dans ce chapitre? Ouais. Il y a des Stark. Ouais, il y a les Stark, forcément. Il y a les Lannister. Ouais. Il y a des Baratheon. Ouais. Il y a des Tully dans la salle. Ouais. Et il y a même des Greyjoy, il y a un Greyjoy. Exact. Voilà. 5 des 8 principales maisons. C'est ça. Donc le banquet, il a l'air d'être assez festif. Il y a même un rhapsode. Je sais pas si tu l'as noté au début du chapitre. Ouais. J'avoue, j'ai pas fait beaucoup attention. J'imagine, ils chantent, ils boivent des coups, quoi. Ouais, voilà. Donc, tu vois, ça, c'est un truc qu'on n'organise pas, c'est ce genre d'événement et tout pour n'importe qui, quoi. Là, tu sens vraiment qu'ils ont mis le paquet. Comment s'appelle l'expression quand tu mets les couverts dans le, tu sais, les plats dans le, tu sais, il y a une expression comme ça. Ah oui, les petits plats dans les grands. Ouais, voilà, exactement. Donc, à travers les yeux de Jon, on commence par la description de Cersei. Alors, tu vois ce qu'elle a dit ou pas sur elle? Oui, qu'elle est plein de pierreries, elle a des émeraudes qui matchent avec ses yeux verts, qu'elle a l'air, je crois qu'elle a l'air assez hautaine parce qu'elle ignore un peu son entourage C'est ça, ouais. Et il dit même à un moment que, en gros, elle a un sourire sur son visage pour lequel il ne faut pas se fier, ouais. Entre guillemets. Et c'est vrai que pour l'instant on n'a pas les premières impressions qu'on a de Cersei, c'est à travers ses yeux de Jon et aussi à travers les yeux d'Eddard.
pour lesquels justement elle n'avait pas voulu que son mari, en arrivant, aille rejoindre directement la crypte, et plutôt qu'ils aillent entre guillemets se poser dans leurs appartements. Donc pour l'instant on n'a pas plus d'informations par rapport à elle que ça, par rapport à la reine. Ensuite il y a une description qui est assez peu ravissante de Robert. Ouais, un russe très méché. Donc et justement il est surpris de ce qu'il voit, parce que lui on l'a vendu comme je cite, le héros du trident, le prince des guerriers, le géant des princes. Donc du coup il comprend pas trop il comprend pas trop ce qu'il a en face de lui, quoi. C'est vrai que c'est assez surprenant parce que forcément sur le roi, c'est le roi, donc c'est la présence royale, c'est vraiment celui qui incarne celui qui est le plus proche des dieux, parce que bon il y a plusieurs religions, mais des sept sur le royaume, et on l'a vendu comme étant celui qui a tué Rhaegar sur le trident, celui qui enfin voilà quoi, c'est le roi, un guerrier invincible. Exactement. Et donc là ce qu'il a devant lui c'est un homme obèse avec de la barbe qui fait que voir, c'est sûr que c'est pas je comprends qu'il soit déçu, quoi. Il y a de quoi être déçu. Après, on a un petit passage sur les autres membres de la famille Stark. Ouais, on a le petit Rickon, on a... T'as noté son âge? Il a 3 piges. Ouais, 3 ans, donc très très jeune. Alors dans la série, je sais pas si tu te rappelles, mais tous les âges de toute façon des personnages, ils les ont grandis dans la série. Ouais. Donc Rickon, dans la série, tu penses qu'au tout début, il est 5-6 ans plus que 3 ans. Ouais, 5-6 ans. 3 ans, c'est vraiment très jeune. Quoique Rickon au début de la série, oui, il est pas 3 ans. Clairement pas 3 ans, en tout cas. Alors on a la première vision de Rickon, d'Arya aussi, je crois qu'on l'avait pas vu dans le chapitre des Dardes. Mais on a un passage sur Arya qui escorte le cadet de la maison Lannister, Tommen. Ouais. On a un petit passage aussi sur la princesse Myrcilla. Ouais, qui a l'air lui il la trouve un peu l'air béat, insipide. C'est comme ça qu'il la voit. Exactement. Donc après c'est Myrcilla qui escorte Robb, l'aîné des Stark, et bien sûr les deux derniers, Sansa, la première fille de Eddard. Ouais, qui est radieuse, comme ça qu'elle est décrite, radieuse, tout d'une future lady. Ouais, exact. Et qui escorte Tommen au même titre. Attends. Sansa. Oui, Sansa, non, il escorte Joffrey. Donc Joffrey Baratheon, l'héritier du trône. Alors Joffrey Baratheon, c'est de lui qu'on a la plus grosse description par Jon, parce qu'il est dit que il est plus grand que ses confrères du Nord. Ce qui le désole un peu. Malgré ses 12 ans. Ouais, exact. Donc il est blond lui aussi. Il a les caractéristiques de sa mère, donc les yeux verts. Et d'ailleurs c'est assez drôle parce que quand on remarque et tout, on voit que c'est vraiment quelque chose. Les caractéristiques physiques, en tout cas dans ce bouquin et tout, elles se transmettent. Tu sais, par exemple, quand t'as le premier chapitre de Bran, lorsqu'on parlait de Jon et tout, on disait que oui. Quand on parlait de Robb, on disait que oui, Robb il a les caractéristiques des Tully. Oui, il a les cheveux auburn. Voilà. Tandis que Jon, ouais, lui il avait les cheveux noirs des Stark. Il a les cheveux très noirs des Stark. Exact. C'est d'ailleurs confirmé tout à l'heure en plus. Oui, c'est ce que dit Tyrion, c'est qu'il a beaucoup plus hérité des traits caractéristiques du Nord que ses demi-frères. Ouais, exact. D'ailleurs, c'est ce qu'il a, ça a même l'air de le rasier, en fait. Et donc voilà, donc une vision assez, même aussi royale, entre guillemets, de Geoffrey, de l'héritier du trône, mais celui pour qui Jon a le plus d'admiration, c'est Jaime Lannister. Jaime Lannister, ouais, il le décrit donc comme, enfin, c'est le jumeau de Cersei, donc au niveau des caractéristiques physiques, c'est Cersei en homme, clairement Cersei en homme, mais il est admiratif devant l'élégance qu'il a, et il se dit voilà à quoi devrait ressembler un roi. C'est ça. Donc Jaime pareil, une apparence royale, même caractéristique que sa sœur, donc les yeux verts ou de Joffrey. Et tout ça contraste avec le surnom qu'on lui donne, le régicide. Le régicide. Donc, alors ça, on a eu un doute avec Guillaume de savoir si, je crois que ça a déjà dit dans le chapitre précédent que Jaime c'est celui qui a tué, comment il s'appelle encore, Aerys Targaryen.
Mais en tout cas, c'est dit dans les appendices, en tout cas. Oui, enfin, en tout cas, c'est une information qu'il essaye de vraiment faire comprendre assez vite que voilà, que Jaime Lannister est celui qui a tué Aerys. Ouais. Donc, à la suite de tout ce début de chapitre, d'ailleurs, c'est assez drôle parce que du coup, dans ce chapitre, on voit qu'il peut assez tôt, en fait. Parce que Jon, il a 14 ans et tout, il est déjà là en train de se saouler, donc il n'y a pas tellement le même rapport à l'alcool, je pense, que dans d'autres mondes que dans leur, mais en même temps, c'est un monde médiéval, donc bon, tu sais, forcément, il devait jeune. À 14 ans... Ouais, non, tu te mets des races, mais est-ce que tu mets des races et tout dans un dîner familial? Enfin, après, il est un bâtard, quoi. Ouais, mais il le dit que normalement, les enfants de Ned n'ont droit qu'à une coupe, pas plus. Et là, on a l'impression que, voilà... Jon, soit il échappe à la surveillance de son père, soit il a pris un peu le seum d'être en fait, à l'écart et il s'est bourré la gueule, quoi. Non, c'est dit en fait au début justement, il dit que justement ça fait partie des moments où il apprécie sa condition de bâtard. D'accord, ouais, c'est vrai. Donc bon, après c'est aussi dit pourquoi il est à l'écart de, même en étant bâtard, il est à l'écart de ses demi-frères et demi-sœurs. C'est parce que Lady Catelyn Tully, c'est elle qui l'a mis à l'écart parce qu'il ferait un peu comment dire, c'est une insulte à la famille royale que de l'asseoir à la même table que des princes. Ouais, exact. Donc bon, il y a des désavantages, mais quelques avantages quand même. Donc quelques avantages, c'est peu dire. Mais voilà. Du coup, on a un petit passage aussi sur Fantôme, le loup-garou de Jon. Ouais, qui porte bien son nom parce qu'il est tout blanc et ne fait pas un bruit. Voilà, il a les yeux, enfin, on s'est dit qu'il a albinos, il a les yeux rouges. Ouais. Mais là, il y a une petite caractéristique qui dit que alors, il y a un petit passage et tout pour une bataille sur les poulets et tout avec entre Fantôme et une chienne qui est 3 fois plus grande que lui. Et pourtant, c'est justement Fantôme qui gagne entre guillemets cette bataille, alors même que il est plus petit qu'elle. Donc, alors soit ce serait parce que c'est dans la nature des loups-garous de faire peur aux chiens, soit c'est les caractéristiques de Fantôme lui-même qui lui est assez qui fait assez peur, quoi. Ouais, bon, c'est pas, je pense que voilà, c'est juste histoire de donner un peu de stature, de stature et d'impressionner un peu, pour faire comprendre quoi que les loups-garous c'est quand même beaucoup plus enfin c'est voué, qu'un chien, voilà, redoutable qu'un simple chien, quoi. C'est pas n'importe quoi. Ok. Alors, c'est à ce moment-là que l'oncle Ben, on en a déjà parlé, je crois que c'est dans le chapitre de Catelyn ou de Ned, non, de Catelyn, je pense, de Catelyn qui arrive, l'oncle Benjen qui fait partie de la garde de nuit. Donc oui, justement, ils ont dit qu'il allait l'inviter, donc il est venu. Donc ça prouve que déjà, les membres de la garde de nuit sont pas cantonnés au mur. Hein. Oui. Alors, on sait qu'ils peuvent partir au-delà du mur, mais ça prouve qu'ils peuvent aller à des événements qui sont pas, c'est pas une prison, quoi. Oui, c'est vrai, je pense que c'est, bon, ça dépend, à mon avis, ça dépend forcément de comment tu es rentré dans la garde de nuit. Si t'es rentré, en tant que criminel ou quelque chose comme ça, je pense pas que tu sois, on t'accorde, C'est ce que tu penses? Ah oui, je pense que il faut soit être rentré parce que enfin de ta propre volonté, soit avoir servi assez longtemps pour qu'on t'accorde la confiance, enfin qu'on sache que tu vas revenir, quoi. D'accord. Donc il y a des sortes de permissions entre guillemets. Ouais, voilà, pour moi c'est une permission, quoi. Ok. Alors, ils discutent un peu avec l'oncle Ben et ils commencent à discuter leur discussion justement par le fait que Jon soit assez observateur et il remarque deux choses. Premièrement, que Ned il est assez perturbé ce soir, qu'il n'est pas comme d'habitude, et il fait le lien avec, enfin non, pas du tout. En fait, il voit que son père et tout est assez perturbé. Et deuxièmement, que Cersei, elle, est énervée à ce dîner. Ouais. Et justement parce qu'il dit que dans sa condition de bâtard, il y a des choses qu'il faut qu'il voit plus que les autres autour de lui, parce que justement à cause de cette condition, ça le met dans des situations où forcément il a besoin de savoir ce que les gens pensent ou ce que les gens ressentent autour de lui. Et donc le fait que Cersei soit énervée, il fait le lien avec l'événement au cours duquel le roi est allé directement visiter la crypte. Ouais, voilà. Ce qui m'a assez étonné, parce que je comprends pas comment il a pu faire ce lien, mais
Cersei avait dit clairement devant tout le monde, les morts peuvent attendre. Et ouais, bien sûr, le roi l'a ignoré, mais est-ce que il y a Jaime qui l'a calmé en mettant sa main sur son épaule et Robert qui lui a fait lancer un Scarface pour la calmer, quoi. Ouais, bien sûr, mais alors je veux dire, est-ce que il est observateur, on a dit. Ouais, observateur, bien sûr. Il a un sixième sens. Tu crois que, tu fais pas le lien directement comme ça en disant elle est énervée et tout, c'est à cause de ça. Tu vois ce que je veux dire? Bon, après tu peux dire oui, il a juste vu cet événement, donc peut-être que c'est à cause de ça, mais ok, pourquoi pas. Après, pourquoi Ned est perturbé? Ça, on peut le deviner, c'est parce que il a reçu plus ou moins l'ordre de devenir la main du roi, ouais. Alors qu'il en avait pas envie. Ouais. Et après, peut-être que Cersei aussi, ça la saoule que ce soit Ned la main du roi, peut-être. Ouais, c'est une bonne interrogation, ça. C'est une bonne interrogation. À voir. Ouais, mais c'est vrai que de toute façon, oui, Ned dans le chapitre précédent, on l'avait sur ça, on l'avait sur le fait que bon, il savait qu'il avait pas trop le choix de. Enfin, non, je crois qu'il a dit, je vais réfléchir avec ma femme. Laisse-moi voir. Je crois que Ned lui a dit à Robert, laisse-moi voir avec ma femme, et Robert lui a répondu oui, mais ne réfléchis pas trop longtemps, quoi. Ouais, mais bon, ça, vu le tempérament qu'a l'air d'avoir Robert, c'est t'es t'es la main du roi et un point c'est tout. Ouais. Franchement, il a vraiment pas le choix, de mon point de vue, il a vraiment pas le choix, Ned. Ok. Alors, ça donne un peu de consistance à Jon. C'est vrai qu'on avait déjà eu un peu de son attitude et tout dans le chapitre de Bran, dans le tout premier chapitre de la saga, mais là il y a vraiment une certaine consistance. Donc on voit que justement sa condition à Winterfell ne le satisfait pas du tout. Non. Et qu'il cherche à se tailler, quoi, et à aller sur le mur, à se séparer de Winterfell, parce que lui, il voit très bien que les gens autour de lui n'ont pas du tout la même destinée que lui. C'est-à-dire que, il le dit très bien dans le chapitre, Robb va devenir le sire de Winterfell. Ouais. Bran et Rickon, eux, vont devenir faibles et bannerets de Robb. Et Jon, lui, va rester un bâtard. Donc, et que il aura beau, en tout cas, de ce qu'on comprend, c'est que son statut de bâtard lui barrera toujours la route, peu importe ses hauts faits qu'il fera sur des champs de bataille s'il y en a, et que ce statut lui barrera toujours la route, sauf à la garde de nuit où justement on comprend que peu importe d'où tu viens à la garde de nuit, c'est ce que tu prouves. Enfin, il faut prouver sa valeur, peu importe d'où tu viens. Et Jon a assez confiance en lui parce qu'il sait il domine l'épée, il domine Robb à l'épée, et qu'il est super bon cavalier. Il est l'un des meilleurs cavaliers de Winterfell pour son âge. Donc Jon a assez confiance en lui en termes de ce qu'il est capable de faire. Mais son statut de bâtard lui barra toujours la route, donc il veut se trouver un endroit où il peut faire ses preuves et où ça comptera justement. Mais après, on voit quand même que Jon, il a pas trop d'informations sur la garde de nuit, hein. Je veux dire, il sait ça, mais il sait pas exactement. Parce que nous, on a un aperçu de la garde de nuit par rapport au prélude. Ouais. Et on voit que c'est pas, d'accord, c'est pas paradisiaque, quoi. C'est pas un endroit où. C'est vrai que Ben, il vend ça comme un endroit où les gens se considèrent comme frères. On a bien vu qu'entre Royce là, Waymar Royce, Waymar Royce et Willy Garred, c'était le jour et la nuit. Voilà. Il y en a un qui était super bien sapé, et qui commençait alors qu'il était noble, il commençait à donner des ordres à ses doyens, à ses aînés, ça a pas l'air tellement d'être un havre de paix, quoi. Ouais, et est-ce qu'on va vraiment oublier son statut de bâtard une fois qu'il sera là-bas? C'est une question qu'on se pose. Bon, après, c'est vrai qu'on oubliera son statut de bâtard. C'est vrai que, il y a pas des informations qu'on a par rapport à Will et Garrett. Je pense pas que c'est des gens qui sont, qui en connaissent quelque chose, quoi. Ouais, bon, ils ont peut-être rien de spécial non plus. C'est vrai. D'ailleurs, parce que justement, et à un moment il y a une petite comparaison justement parce que Jon il se compare à alors Daemon Targaryen. Je sais pas si tu vois noter. Celui qui a. Bah c'est un héros des légendes qui appartient qui a conquis Dorne, donc le sud de Westeros, à 14 ans. Ouais, exact. Alors c'est vrai que Dorne pour l'instant, qu'est-ce qu'on a eu comme information sur... Bah on sait que quasiment rien, c'est juste en regardant un peu la carte de Westeros dans l'appendice qu'on voit que Dorne c'est au sud. Mais on a vraiment très peu d'infos. Bah, la seule information qu'on a sur Dorne, c'est par rapport au Martell. Ouais, on sait que voilà, c'est la famille Martell qui est la maison principale à Dorne. Mais si, on a eu des... Alors, oui, justement, là, je t'ai vu, machin, t'as pas regardé les appendices.
Mais il y a des informations par rapport à Dorne et par rapport à la conquête dans les appendices. J'avoue, j'ai pas regardé. Ou alors j'ai dû regarder et j'ai oublié. Alors, si on regarde dans les appendices au niveau de la maison Martell, voilà. Alors, premièrement, on sait que alors, là, franchement, ça va être du... je vais citer le texte, mais parce que là, j'ai la flemme d'en faire un résumé parce que j'ai le texte devant moi, donc je vais le lire. Sur le site de la Garde de Nuit, qui fait un excellent travail sur lesquels on se base à chaque fois, moi et Guillaume, donc on tient vraiment à les remercier et à les référencer. Donc, Nymeria, la reine guerrière du Rhoynar, fait aborder ses 10 000 navires à Dorne, la plus méridionale des 7 couronnes, et prit l'ordre de Mors Martell pour marée. Ok. Donc on sait que, premièrement, il y a une personne, Nymeria, qui est la reine des Rhoynar, qui s'est mariée avec quelqu'un qui s'appelle Mors Martell. D'où le fait que la famille Martell règne sur Dorne. Ça a son origine. Avec son ex Githyanki, ses rivaux et régnaient sur Dorne. L'influence d'Orionaï reste forte et les dirigeants dorniens préfèrent dire le titre de prince à celui de roi. Donc la loi de Dorne, elle impose la transmission de la royauté au premier-né, que ce soit en fille ou en garçon, et c'est la seule des 7 couronnes à ne pas avoir été acquis par Aegon, le conquérant, celui qui a conquis les 7 couronnes. D'accord. On en a déjà parlé. Donc il fallut 200 ans pour qu'elle soit réunie de manière définitive au royaume, Dorne. Et ça a été fait par le mariage, et non par l'épée. C'est-à-dire que Dorne n'a pas été conquis par voie guerrière, justement comme ça a été dit là avec des reines Targaryen, mais ça a été conquis par le mariage. Et ça, c'est le roi pacifique d'Aeron II, qui a épousé la princesse dornienne Maria. Voilà, en donnant sa propre sœur en épouse au prince régnant de Dorne à cette époque-là. Donc en fait, en gros, lui, il s'est marié avec la princesse Maria de Dorne, et il a donné sa sœur pour épouser le prince qui régnait à ce moment-là sur Dorne. D'accord. Voilà. Donc, même ce qu'il nous dit là, le truc et tout de Daniel Targaryen, en fait, c'est du vin. On voit qu'en fait, ça s'est passé avant la vraie réunification de Dorne, puisque ce qu'il a fait et tout, en fait, c'est qu'il a conquis la capitale avec 10 000 hommes. Mais il a pas réussi à la tenir. Ouais, même avec 50, il a perdu 50 000 hommes en essayant de la tenir, en fait. Et ça a même pas marché. Et il est mort 4 ans plus tard, à 18 ans. Ouais. Donc, certes, donc du coup, c'était pas le conquérir, c'était pas le plus dur c'était tenir. Ouais. Et en gros, même le tenir et tout, il a pas réussi. Mais déjà, on a un peu plus de consistance sur Dorne qu'il faudra retenir, parce que Dorne, c'est vraiment, il y a vraiment une histoire très intéressante par rapport à Dorne. Dorne, c'est vraiment, tous les royaumes sont intéressants, mais Dorne est vraiment intéressante. Ok. Donc après la discussion entre Jon et Benjen, qui se vivent, je sais plus comment elle se finit, enfin en tout cas, bon, il y a pas tellement d'informations sur. En fait, il se vexe parce que ah oui, Benjen lui dit mais t'es puceau et tu connais même pas les meufs et tu veux déjà te priver de ce plaisir-là. Ouais. Alors que tu sais même pas de quoi tu te prives. Alors en fait, je pense pas que c'est soit par rapport aux filles, entre guillemets, c'est juste par rapport à la notion de famille aussi, plutôt, puisque... Oui, bah c'est juste que Benjen lui dit reviens avec quelques bâtards et tu me diras si t'as toujours envie d'être à la garde de nuit. Et on voit que c'est là où Jon se met à pleurer et à dire je n'aurai jamais de bâtard. Et je pense que il souffre tellement, lui, en tant que bâtard, qu'il veut pas mettre au monde des bâtards qui naissent avec la même souffrance que lui. Ouais. C'est ça. Il trouve que c'est pas une vie, d'être un bâtard. Et que il est prêt à il y avait pas la contraception à l'époque, donc à l'Eken, c'était un risque d'engendrer un bâtard. Ouais, c'est ça. Donc il se vexe et il quitte le banquet. Ouais. Et c'est à ce moment-là que au dehors, sur les repas, il croise Tyrion Lannister. Tyrion Lannister, ouais. Donc Alors, on commence d'abord par une description physique de Tyrion Lannister, parce que c'est ce qui marque d'abord à la première vision de ce personnage. Donc, alors Tyrion Lannister, c'est un nain. Ouais. Le nabo, tu l'as dit toi-même et tout dans le résumé. Le lutin même, il est surnommé. 3 caractéristiques majeures qui montrent qu'il est vraiment disproportionné. C'est son énorme face, son énorme crâne plutôt. Ouais.
Il me semble qu'il a les yeux verrons aussi. Les yeux verront, exactement. Donc les yeux de couleurs différentes. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Bon, il est petit, quoi. Ouais, c'est ça. Il est vraiment chum. Il est vraiment moche. Mais c'est chaud parce que ouais, donc nain, crâne disproportionné et yeux verrons, ça que ça, c'est des caractéristiques pas très attrayantes. Hein. Mais malgré tout ça et tout, avec cette conversation, on voit que il a beaucoup plus de consistance qu'être juste un nain, quoi. C'est vrai que Tyrion, pour moi, c'est le personnage qui me marque le plus dans ce chapitre. Je trouve que il a une répartie incroyable. Ouais, exact. Une répartie incroyable. Il a une rapidité d'esprit, comme tu dis, une répartie, une certaine intelligence. Enfin, en tout cas, pour l'instant, de ce qu'on voit de lui et tout, c'est vraiment le personnage et tout qui a le plus de, je sais pas, qui a vraiment le plus d'esprit, en fait. Là, il a une présence quand il parle. Et donc, bon, je sais plus à pourquoi. Si il dit qu'il est pas au banquet parce que justement, il s'est trop saoulé, etc. Mais tu sens que c'est des excuses. Ouais. Soit qu'il en a pas tellement envie, soit qu'il est pas, il est se pas sent convié. pas à sa place. Il se sent pas à sa place. C'est probablement ça. Hein. Et c'est ce qu'il rapporte. C'est une des premières choses qui le rapproche de Jon, c'est qu'il ne se sent pas à sa place dans les banquets. Ouais. C'est une des premières choses qui le rapproche de Jon. C'est vrai qu'ils ont beaucoup de caractéristiques communes avec Jon, mais c'est toi qui l'as dit dans ton résumé. Et tout ça c'est confirmé par la phrase de Tyrion que et enfin Jon comprend pas pourquoi il dit oui, mais même si vous êtes un nain, enfin vous êtes né Lannister. Ouais. Et alors là on voit qu'il y a un conflit entre Tyrion et son père. Parce que justement alors on a l'information que la mère de Tyrion est morte en couche. Ouais. Et donc que ça crée une certaine tension peut-être entre... Ça doit pas aider, hein. Ça doit pas aider. Je peux comprendre pourquoi enfin, ça a beau être ton fils, tu peux avoir une rancune une rancœur envers en tout cas, c'est ce qu'on l'enfant comprend, qui a tué ta femme. C'est ce qu'on comprend. On voit que d'après ce qu'on comprend et tout, le père de Tyrion a une certaine rancune, comme tu dis, envers lui. Ouais. Et puis bon, évidemment pour une des familles les plus prestigieuses, etc., se retrouver avec un enfant qui est monstrueux comme ça, c'est un déshonneur sans nom. C'est ça. C'est un sujet de moquerie probablement devant les autres familles. Donc oui, et il dit lui-même que tout nain est un bâtard aux yeux de son père. Donc ouais, plein de caractéristiques communes, mais pourtant c'est ce que la dernière phase du chapitre. C'est celle qui est peut-être la plus intéressante, c'est quand il dit que lorsque Tyrion s'en alla, l'ombre que projetait son corps lui donnait une véritable présence royale. Et donc tu sens que en fait Tyrion, malgré son état nain, il est plus important qu'il en a l'air. C'est-à-dire qu'il dégage quelque chose que même si son corps ne le reflète pas, son esprit, son intelligence et je sais pas quoi d'autre ajouter. Et n'a rien à envier, son esprit en tout cas n'a rien à envier à ceux de ses frères. De ses congénères, ouais. Ses congénères. Ok. Et c'est sur ça qu'on termine ce chapitre. Donc, qu'on a dit, il était assez léger. Mais, c'est les chapitres et tout, bon, qui servent à, plus qu'introduire, ça sert vraiment à étoffer les caractéristiques des différents personnages. Ouais, ça leur donne beaucoup plus de profondeur à ces personnages. Voilà. Donc, on en a terminé pour aujourd'hui. C'est vrai que je pense que c'est notre critique la plus courte. Ouais. Bon, ça fait agréable et tout. Franchement, c'est agréable et tout de pas avoir des trucs et tout. Bon, mais, ça alternera avec les chapitres qui sont plus longs. Mais, en tout cas, je préfère, je sais plus, franchement, j'ai fait la lecture et tout, mais je sais pas du tout comment ça se passera s'il y aura des chapitres où on aura plus de temps de discussion, ou si ça sera tout le temps comme ça, mais je pense que ce chapitre était vraiment léger, même par rapport aux autres. Voilà. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour le chapitre 2. De Catelyn. De Catelyn. À la prochaine.